Bonjour, bonsoir à vous tous et bienvenue dans Le Monde en 7 de ce samedi 20 septembre 2025. Pour le menu de ce jour, nous parlerons du Cameroun où l'opposition a désigné un candidat consensuel. On ira du côté du Tchad. Les députés ont voté pour la prolongation du mandat présidentiel à 7 ans et de façon illimitée. Le Burkina Faso, le gouvernement a réduit le nombre de jours fériés pour faire des économies. Et le Togo, qui sera le dernier sujet, on parlera de l'interpellation de Margaret Nyakade, l'ancienne ministre des Armées. Je reçois 3 invités ce jour pour faire le débat. Samson Maulolo Arnija, il est mon invité. Bonsoir Samson. Bonsoir Samuel, bonsoir à mes co-débatteurs et bonsoir à tous ceux qui nous regardent actuellement. Et merci à vous d'être avec nous. Merci. Louis Kamako, journaliste et rédacteur en chef de Togo Breaking News, est avec nous. Bonsoir Louis. Bonsoir chers confrères, bonsoir à tous les téléspectateurs, bonsoir à mes 2 co-débatteurs. Samson est le 3e invité que je vous laisse le soin de présenter. C'est Zana Sadio Hetchou, analyste politique. Bonsoir Zana. Bonsoir à tout le monde. Nous allons commencer tout de suite avec le Cameroun où l'opposition a décidé à quelques semaines de la présidentielle du 12 octobre prochain de se choisir un candidat consensuel. Alors avant d'en parler véritablement de ce choix, Zana, candidature unique, candidature consensuelle. Dans plusieurs pays, les oppositions cherchent la meilleure stratégie pour renverser le pouvoir en place. Qu'est-ce qui marche le plus? Non, en réalité, lorsqu'on est en face d'un président sortant qui a tous les moyens d'État pour battre campagne, et lorsqu'il y a une multitude de partis politiques, je pense qu'il est de bon sens que ces derniers ou bien ces représentants puissent s'entendre de manière consensuelle pour dégager un candidat pour faire face au président sortant. Et lorsque vous regardez les récents événements de l'opposition en Côte d'Ivoire, vous verrez que maintenant, ils sont résolus à soutenir un candidat face à M. Alassane Ouattara. Et je pense que c'est la même logique que l'opposition camerounaise a décidé d'adopter en choisissant un candidat consensuel qui peut, n'est-ce pas, fédérer, mobiliser les diverses tendances à travers le pays, qui peut, n'est-ce pas, fédérer l'électorat de l'ensemble des partis de l'opposition pour contrer celui du président Paul Biya. Pour vous, c'est quoi la meilleure stratégie? Est-ce qu'il faut, face à un pouvoir qui a fait des décennies, être uni pour pouvoir le battre? Oui, je suis tout à fait d'accord et je vais rejoindre Zana dans son développement. Et pour cela, je vais faire un peu d'histoire. Je vais parler d'un dictateur qui est très peu connu dans la sphère francophone, Daniel Arap Moi, qui a dirigé le Kenya entre 1967 et 2003, avant de se retirer lui-même, et qui n'a été battu finalement. Son temps n'est passé finalement que parce que l'opposition, même des poids du groupe de l'opposition radicale, ont choisi de soutenir celui qui a été son vice-président pendant plusieurs décennies aussi. Donc lorsque vous êtes face à un système comme ça, le mieux serait de soutenir quelqu'un qui connaît bien les lois du système pour d'abord obtenir une alternance avant de penser maintenant au changement. Donc je pense que la meilleure solution, c'est d'aller vers une candidature, pas seulement consensuelle, mais unique. Malheureusement, pour le moment, il y a plusieurs voix de l'opposition camerounaise qui continuent par ne pas vouloir aller dans ce sens-là et qui veulent faire cavalier seul, ce qui ne va que faire le jeu de Paul Biya, le président sortant. On va en parler tout à l'heure. Louis Kamako, quel est votre avis sur le sujet? Non, je pense que sans réfléchir de midi à 14h, je m'aligne derrière ce qu'ont dit mes 2 co-débatteurs parce que, comme vous l'avez vu au Cameroun, on dit souvent que l'union fait la force. Donc la candidature unique de l'opposition permet d'abord de consolider cette opposition-là. Ça lui permet justement d'éviter l'émiettement des voix. Et donc je pense que quand vous avez un président qui est vieux de 93 ans et qui veut juste être candidat pour un 8e mandat, je crois que la solution idéale serait justement d'opter pour une candidature unique. Ça permet également de renforcer par moment la légitimité en fait du scrutin. Et tout cela, je pense que c'est valable, c'est encore plus possible quand il s'agit d'un scrutin, quand le mode de scrutin est à un seul tour. Quand le mode de scrutin a un tour. Mais ça devient compliqué quand c'est un mode de scrutin à 2 tours.
Parce que souvent, de tout ce qui est conseillé, ce que les expériences ont montré que quand vous allez à un scrutin à deux tours, il serait souhaitable que chacun, en fait, soit candidat, que tous les ténors de l'opposition soient candidats. Ça va leur permettre, en fait, justement, d'aller mobiliser ou bien d'aller récolter des voix dans leur fief et qu'au second tour, ils peuvent justement se coaliser pour battre le président ou bien le parti au pouvoir. Donc je pense que d'un côté comme de l'autre, après tout, la candidature unie reste une force stratégique pour l'opposition qui veut justement faire tomber un président qui a longtemps duré au pouvoir. Alors Zana, il y a quand même, et je pense que Samson mettait un peu la différence entre candidat consensuel et candidat unique. Dans le cas du Cameroun, on parle de candidature consensuelle. C'est, selon vous, la meilleure formule? Non, je pense que peu importe qu'elle soit consensuelle ou unique, l'essentiel c'est que les diverses tendances puissent soutenir le candidat consensuel ou unique. Parce que quand bien même vous avez un candidat unique et qui n'est pas réellement soutenu par les partis politiques, qui n'est pas vraiment soutenu par la base, cela veut dire que c'est voué à l'échec. Donc moi, peu importe la dénomination, il suffit que celui-ci soit vraiment soutenu de manière collégiale par ses pairs, par l'électorat, pour qu'il soit vraiment un adversaire sérieux face au candidat sortant, au président sortant. Quelle est la meilleure entre les deux? Être le candidat unique ou le candidat consensuel? Je dirais que le candidature unique est préférable. Maintenant, il faut aussi, dans la limite du possible, voir un peu les circonstances dans lesquelles on est. Malheureusement, beaucoup de gens reprochent à l'actuel candidat consensuel d'avoir été pendant trop longtemps de l'autre côté et de ne pas incarner un souffle nouveau. Ce qui m'amène à me poser une question. Est-ce qu'ils veulent un changement à 360 degrés ou est-ce qu'ils veulent une alternance? Parce que l'histoire politique a montré que face à des régimes qui sont aussi enracinés que le régime camerounais, il faut toujours un homme du sérail qui fait défection, qui vient paver la voie pendant au moins 2 mandats pour avoir après un changement à 360 degrés. Si le changement intervient très tôt, souvent on assiste à des insurrections, au pire à des guerres civiles. Le cas du Libéria, avec Charles Taylor et Samuel Doe, nous l'ont enseigné. Donc une candidature unique serait préférable. Mais jusque-là, Maurice Kamto n'a pas clairement donné de consigne de vote, alors qu'il était le poids lourd de cette position. L'héritier naturel, celui qui est pour le camp héritier naturel de Ni John Fondi. Ni John Fondi qui est cet opposant de la partie anglophone qui a pendant longtemps donné du fil à retordre à Paul Biya, décide aussi d'aller aux élections du 12 octobre seul. Et dans cette configuration, on trouve juste quelques opposants, pas des moindres quand même, qui accompagnent la candidature du candidat consensuel. Et ça sent de la façon dont les élections sont organisées dans 5 pays d'Afrique centrale. Tout semble indiquer que Paul Biya, dont le souhait est de mourir au pouvoir pour ne pas faire à la justice, il risque encore de gagner une fois encore les élections. Donc une candidature unique serait largement souhaitable. Alors, dans le cas du Cameroun, on le dit, c'est l'ancien ministre de la Communication, Issa Chiroma Bakari, 76 ans, qui a été désigné candidat consensuel de l'opposition. Alors, son profil fait débat, parce qu'il a été ministre pendant plusieurs années de Paul Biya. 16 ans. Est-ce que c'est le... J'ai envie de dire, dans le cas sénégalais particulièrement, dans le cas camerounais. Pardon, je ne sais pas pourquoi je parle. Dans le cas camerounais, est-ce qu'il faut un homme du sérail pour renverser le pouvoir? Oui, je crois que la personne de Bakari Tiroma pourrait faire l'affaire, d'autant plus qu'il connaît le système. Et souvent, quand vous êtes en face des pouvoirs du genre, où on parle de renseignement, ou pas des gens qui ont fait plus de 5 décennies au pouvoir, il faut justement trouver quelqu'un qui a été moulé dans le système pour vous vendre la mèche. Aujourd'hui, ceux qui ont porté le choix sur cet ancien ministre de la Communication l'ont fait parce
qu'ils se disent qu'il a été pendant longtemps au cœur de cette gestion et il connaît les forces et les faiblesses d'un tel système. Donc je crois que c'est un choix stratégique de la part de ces opposants camerounais. Mais sauf que là, ce qu'on dit, puisque tout à l'heure vous posez la question de savoir si est-ce que dans ce cas de figure, est-ce que c'est un candidat consensuel qui ferait l'affaire ou bien ce serait un candidat unique. Je crois que ici, l'ancien ministre de la Communication ne fait pas l'unanimité. Il est sorti, on parle de consensus. Oui. Mais il ne fait pas de l'unanimité. La preuve, parce qu'il y a beaucoup d'opposants qui n'ont pas soutenu sa candidature, juste parce qu'il se met dans la tête la question que vous venez de me poser. Est-ce qu'aujourd'hui, pour avoir été ministre pendant 16 ans, pour avoir dirigé le pays avec celui qu'on combat aujourd'hui, le président Paul Biya, est-ce qu'il est vraiment l'homme de la situation? Parce que ça veut dire que beaucoup de gens n'ont toujours pas confiance en lui. Mais comme on le dit, tout homme est changeant. Et surtout que en politique, il y a des gens qu'on vous appelle des animaux politiques. C'est-à-dire qu'ils sont prêts à changer leur veste selon les contextes. Aujourd'hui, peut-être pendant des années, Thilo Bakary a su que le peuple camerounais a besoin de changement et que ce changement viendrait peut-être de lui. C'est pour cela, pour moi, qu'il s'est porté justement garant pour être le porte-étendard de l'opposition camerounaise aujourd'hui. Mais ce qu'on aurait souhaité, c'est justement qu'on ait une candidature unique. Et ce qui est encore encourageant, c'est justement pour constater que l'opposition camerounaise a conscience que en allant en rang dispersé, ils ne feront pas le poids devant Paul Biya. Donc l'essentiel, c'est d'avoir au moins arrivé à dégager un candidat qui fait le consensus, mais qui ne fait pas l'unanimité. Il y aura des voix qui vont s'aligner derrière lui. Déjà, on note que M. Ekan est derrière lui, issu du parti politique Midam. Midam qui avait proposé, ou bien qui avait investi, ou bien qui avait soutenu la candidature de Maurice Kamto. Donc je crois que déjà, il y a quelque chose de concret sur lesquels des gens peuvent s'aligner. Zana, maintenant, on sait que dans le cas du Cameroun, Maurice Kamto, le principal opposant, il était deuxième à la présidentielle de 2018. C'est celui vers qui tout le monde regardait pour dire qu'il pourrait faire très mal à Paul Biya, a été écarté. C'est ça qui, selon vous, a finalement facilité les choses, parce que quand les opposants principaux sont dans la course, c'est très difficile de trouver une autre alternative que... Oui, en réalité, il faut aussi comprendre que les présidentielles au Cameroun, c'est à un seul jour. Donc, dans ce cas de figure, il faut faire extrêmement attention par rapport au choix de ce candidat de l'opposition. Je pense, peu importe, comme je l'ai dit précédemment, peu importe qu'il soit unique, qu'il soit consensuel, comment sera-t-il, ou bien comment est-il accueilli par les Camerounais? C'est ça la question fondamentale, puisque peu importe la définition ou bien l'importance que nous lui porterons, ce qui va être déterminant sur le terrain, c'est le choix des Camerounais. Comment est-ce que les Camerounais accueillent ce choix? Est-ce que c'est un choix stratégique pour eux ou bien est-ce que c'est un choix par défaut? Là, cette question ne saurait être répondue qu'après, n'est-ce pas, les résultats des élections présidentielles. Mais déjà, on peut remarquer que si ce dernier, comme candidat consensuel, ce qui veut dire que c'est un accord mutuel entre ces partis politiques, s'il n'est pas réellement soutenu par les autres ténors, déjà, ça part déjà en rang dispersé et cela favorise plus l'échec que la réussite. On regarde vers Maurice Kamto qui n'a pas encore donné véritablement de consigne. Tout simplement, puisqu'il était le candidat en vue de l'opposition, je peux dire le plus crédible. Donc, c'est-à-dire son choix ou bien son soutien sera déterminant dans la réussite prochaine probable de ce candidat de l'opposition. Est-ce qu'il, Maurice Kamto spécialement, peut, dans le contexte actuel, faire autre chose que soutenir Bakary? Oui, il peut décider de ne pas... Il peut décider de faire comme Joshua Assi, celui qui se présente comme l'intellectuel de Nidjan Fondi,
qui aussi est un poids lourd parce que n'oublions pas que la partie anglophone du pays est en face à une institution depuis plusieurs années maintenant, et que cette partie anglophone-là votait toujours Union Frontière à l'époque. Donc c'est aussi un poids lourd. Et Maurice Kamto qui décide de ne pas donner de consigne de vote, se taire, ou décider d'apporter un soutien timide. Tout dépend de ses propres calculs politiques aussi. Mais ce qui est important, à mon avis, c'est qu'il faut que les gens arrêtent d'avoir une vision dogmatique de la politique. La politique, ce n'est pas une religion. Et on ne rentre pas en politique pour soutenir un individu, mais pour défendre des idées. Cela est valable pour le Cameroun, mais pour les autres pays d'Afrique, où on considère qu'une personne qui semble de bord politique est un traître, une personne à vomir. Non. Aujourd'hui, vous pouvez être avec le parti au pouvoir, unir, demain aller avec l'ANC, parce que vous avez vu que vos idées sont mieux défendues ici que là. Et il ne faudrait pas que vos anciens camarades vous considèrent comme un traître, ou que les gens qui sont de l'autre côté vous considèrent comme une personne peu loyale. C'est ça le jeu de la politique, c'est le jeu des alliances. Mais il faut que les Camerounais sachent qu'ils ont la chance de pouvoir enclencher un processus de transformation qui va amener le pays vers la démocratie. Parce que dans l'entourage de Paul Biya, on prépare déjà activement sa succession. Et la personne qui est le plus en vue pour le succéder, c'est son fils qui s'appelle Franck Biya. Et là, il y a déjà des gens au Cameroun qui s'appellent les franquistes et qui portent des tricots à la gloire de Franck Biya comme futur président. Déjà. Donc, si ce monsieur-là brille encore un mandat, et je doute fort que ce mandat il puisse le terminer, on parle d'un monsieur qui n'est même pas sorti recevoir des gens qui sont venus lui demander de se présenter. Et il a fallu que l'ambassadeur de France se déplace au palais de la présidence du Cameroun pour qu'il sorte le recevoir. Ce qui veut dire qu'il n'a plus la capacité biologique. Il a quand même 65 ans. Il fait quand même 65 ans qu'il est aux affaires. Après 65 ans, en étant dans les affaires publiques, il n'est pas un robot. Il y a un burn-out biologique. Ça, c'est tout à fait normal. Mais s'il arrive à passer, et s'il reste au pouvoir, et qu'il meurt au pouvoir, excusez-moi, ce qui est sûr, c'est que sa succession qui a déjà été préparée depuis longtemps pour mettre son fils Franck au pouvoir va passer comme crème. Et ça serait encore une énième succession dynastique des pouvoirs en Afrique. On se demande finalement si on est dans des républiques dynastiques ou c'est dans la démocratie qu'on est. Donc que les Camerounais fassent bien le choix parce que c'est la petite ouverture dont ils disposent actuellement. En posant la question par rapport au choix que pourrait faire Maurice Kamto, lui, il combat Paul Biya, il veut la présidence, ce qui, en cette année 2025, lui est totalement impossible. Est-ce qu'il peut se refuser d'apporter son soutien à une candidature quelconque de l'opposition sans être vu comme quelqu'un qui fait obstacle à l'alternance? La question relance le débat sur les inconvénients et les défis quand on parle de candidature unique ou bien de candidature consensuelle, parce que c'est de ça qu'il est question ici. Et l'un des inconvénients ou bien le défi majeur, c'est la lutte de leadership, la guerre d'ego, bien la guerre de leadership entre les opposants eux-mêmes. Parce que c'est souvent prouvé que parfois ils sont d'accord pour qu'il y ait une candidature unique, mais ils n'arrivent justement pas à s'attendre en fait sur celui qui doit être candidat. Oui. C'est justement de quoi il est question ici, parce que Maurice Kamto depuis longtemps se voit déjà être le candidat légitime, ou bien le candidat entre guillemets unanime en fait de naturel, voilà, le candidat naturel de l'opposition camerounaise. Mais malheureusement, ça n'a pas été le cas pour lui. Donc aujourd'hui, je crois qu'il va toujours porter ce choix-là. Ce choix-là, il va toujours le garder intérieurement. Mais c'est le moment également pour lui de prouver réellement le sens de son combat. Est-ce que c'est l'alternance au sommet de l'État qu'il cherche, ou bien est-ce que c'est son propre intérêt? D'où la question de l'intérêt général de la population, bien son propre intérêt. Donc je crois qu'aujourd'hui, Maurice Kamto joue à sa survie politique. Je peux le dire ainsi, parce que si aujourd'hui, vous m'excusez, mais s'il se hasarde d'éviter justement de soutenir une candidature comme celle de Bakary, je crois qu'il va tout droit dans le mur. Parce que est-ce qu'on peut l'empêcher de faire des calculs politiques aussi? Non, dans ce cas de figure, je pense que c'est suicidaire pour lui, comme je l'ai dit. Faire un calcul politique ou bien politicien dans ce cas de figure va justement révéler sa vraie face au monde. Parce qu'on l'a dit, tout le monde est d'accord
que aujourd'hui, Paul Biya ne gouverne plus le Cameroun comme cela se doit. Quelqu'un qui a 93 ans, vous m'excusez, être âgé aussi, c'est une grâce, mais c'est prouvé qu'arrivé à un certain âge, vous n'avez plus la capacité intellectuelle de faire certaines réflexions. Et aujourd'hui, tous ceux qui sont réalistes dans leurs analyses vous diront que le Cameroun est gouverné par procuration. Parce que vous ne voyez jamais le président. Le président, il est toujours en exil. Vous m'excusez, il est toujours grabataire. Il arrive même des fois où il ignore, il méconnaît le nom de ses propres ministres. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, il est là, il représente pour certains Camerounais un fonds de commerce. Le nom de Paul Biya aujourd'hui permet justement à certains Camerounais de sucrer sur le dos de leur propre population. Donc quand on est dans un pays comme tel, tout le monde justement aurait besoin, ou bien tout le monde peut dire qu'il a besoin justement de l'alternance, que le système change, que le régime en fait change, qu'il y ait une autre personne en fait à la tête de l'État. Donc aujourd'hui, Maurice Kamto doit également avoir cette appréhension de la chose pour dire qu'en réalité, il ne doit pas avoir un combat entre eux-mêmes opposants, mais le véritable combat ou bien le véritable adversaire de tout le peuple camerounais aujourd'hui, c'est Paul Biya, et que même si c'est... Tout le peuple camerounais, ouais, c'est trop dit. Non, mais comme je l'ai dit tout à l'heure, ouais, il a des partisans, mais qui ne sont pas, malheureusement, vous m'excusez, mais qui ne sont pas honnêtes envers eux-mêmes. Oui, parce qu'ils savent qu'ils sont là, ils protègent leurs intérêts. Mais ils ne protègent pas l'intérêt du peuple camerounais, ils ne protègent pas l'intérêt du citoyen lambda camerounais. Donc aujourd'hui, Maurice Kamto doit prouver justement son honnêteté, que le véritable adversaire aujourd'hui, c'est Paul Biya, et que même si c'est un profane en politique qu'on a en face, pour aller à cette élection-là, il doit lui apporter son soutien. Alors, celui qui est choisi, nous l'avons dit, il était jusqu'à dernièrement, avant sa démission, ministre de la Communication. Ce n'est pas un personnage inconnu, vous l'avez rappelé, ça fait 16 ans qu'il travaille aux côtés de Paul Biya. Est-ce que le fait pour lui aussi d'être très connu est un avantage pour l'opposition? Très connu, mais aux côtés de Paul Biya. Donc, il faut mitiger un peu cette reconnaissance par rapport à son expérience. Je crois que le fait d'avoir été pendant longtemps dans le gouvernement de M. Paul Biya, pendant 16 ans, c'est plus un handicap qu'un avantage vis-à-vis de l'opinion. C'est vrai que lorsqu'on fait des analyses réfléchies, poussées, on se dit que pour changer un système comme tel, qui a perduré pendant plusieurs décennies, 5 décennies, il faut forcément quelqu'un de l'intérieur qui le connaisse. Mais est-ce que les populations, les Camerounais, perçoivent la chose comme telle? Est-ce qu'ils veulent, comme le dit le co-débatteur, un changement à 360 degrés ou bien un changement graduel? Je pense que dans la plupart des cas, dans ce cas de figure, les populations veulent un changement radical. Donc je pense qu'il a peu de chance. Vous le pensez aussi? Très peu de chance. Oui, je pense qu'il a peu de chance d'abord de réunir toute l'opposition d'abord derrière lui et ensuite de convaincre la population qu'il est la meilleure alternative. Comme l'a dit Zana, les populations parfois ils en ont marre et ils veulent juste un changement ici et maintenant sans mesurer toutes les conséquences de ce que ce changement-là pourrait apporter. Mais l'un des pions qu'il a en main, c'est qu'il est l'une des rares personnes aujourd'hui qui peut parler aussi bien aux anciens caciques, aux caciques du clan Biya, qu'aux personnes qui veulent le changement. Et je pense que si la communication est bien rodée, est bien calculée, ils pourront créer la différence. Macky Sall a été ministre pendant longtemps, même ministre pendant longtemps de Abdoulaye Wade, mais il a pu faire la différence en allant vers la population à la base, en leur présentant son projet de société, en leur parlant. Donc le travail se trouve sur le terrain, mais tout d'abord il faudrait que les deux tenants de l'opposition qui continuent pas à vouloir faire cavaler seuls fassent l'effort d'aller vers la main tendue pour pouvoir sauver le pays, le Cameroun, d'une crise de succession dynastique. Et ça serait un second Gabon, un second Tchad, et j'en passe. Qu'est-ce qui cause problème? Parce qu'il a donné tout à l'heure l'exemple du Sénégal, où on a, même quand on prend Wade a été ministre plusieurs fois avant de devenir président. Macky Sall, pareil, ministre, président de l'Assemblée, premier ministre. Pourquoi dans d'autres pays, c'est comme un crime de lèse-majesté que d'avoir servi le parti au pouvoir
et de finalement se présenter contre ce parti? Non, mais je vais essayer de répondre, même si je ne partage pas totalement leur avis. Le fait qu'ils voient que les chances sont amenuisées pour Bakary. Parce que, pourquoi est-ce que c'est comme ça? Parce que c'est la manière dont le régime est érigé, la manière dont le système est mis en place. C'est-à-dire que souvent on parle d'un système qui dirige avec... en fait, tout en bafouant les droits humains. Je pense que c'est la raison fondamentale pour laquelle, c'est quand vous cohabitez justement des gens pendant longtemps qui ont fait asseoir ce régime-là, vous êtes également traités au même titre que ceux qui sont restés. On vous met tous dans le même panier parce que pour vous, vous êtes des personnes à craindre. Et donc, c'est comme ça. Mais sauf que ici, je disais tout à l'heure que je ne vais pas minimiser la chance de Bakary. Juste parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, le peuple camerounais a soif de l'alternance. Le peuple camerounais a soif de l'alternance. Je suis tombé sur quelques publications de la fille du président actuel qui a même, Brenda, voilà, qui même est en train d'haranguer contre son papa. Elle est lucide? Bien sûr qu'elle est lucide. C'est en cela que je trouve qu'elle est d'ailleurs lucide en fait. Sa moralité est véritablement questionnée en l'espèce. Hein. Mais je crois que... Non, elle est en train peut-être de mettre le curseur sur le bilan de son papa pendant toutes ces années-là à la tête de l'État camerounais. Donc c'est pour ça que je dis qu'aujourd'hui, tout comme Camerounais lucide, le mot revient, tout comme Camerounais lucide, c'est de voir aujourd'hui Paul Biya laisser le pouvoir. Et là, ce qui va être compliqué peut-être pour le candidat en face, pour le candidat consensuel, c'est la transparence du scrutin. Oui. C'est de ça qu'il est question. C'est un enjeu majeur. Voilà, c'est un enjeu majeur. Comment est-ce que le scrutin sera organisé? Est-ce qu'il y aura les résultats qui seront... en fait, est-ce que les votes issus des urnes seront programmés comme tels? C'est là la question fondamentale. Et souvent, c'est difficile parce que je l'ai toujours dit que c'est souvent difficile pour un chef d'État d'organiser les élections et de les perdre. Et à chaque fois, je le dis, je reviens sur cette phrase fétiche-là d'un opposant togolais, Tikpi Achadam, qui disait que lui ne comprend pas le sens des élections en Afrique, qui signifie « j'organise, donc je gagne ». On va passer maintenant au second sujet, c'est le Tchad. Au niveau du Tchad, les députés ont voté à une écrasante majorité en faveur d'un septennat renouvelable sans limite. L'Assemblée nationale tchadienne a adopté, c'était le lundi 15 septembre dernier, une révision de la Constitution allongeant la durée du mandat présidentiel de 5 à 7 ans sans limiter le renouvellement des mandats. Le test avait été introduit par le Mouvement patriotique pour le salut, le MPS, parti de la majorité présidentielle. Donc ce test modifie plusieurs dispositions de la Constitution du 29 décembre 2023. Il a été adopté par les députés à une majorité écrasante. Tenez-vous bien, 171 voix pour, une seule voix contre et 0 abstention. Samson, c'est dire que les Tchadiens aiment beaucoup le régime des débits. Voilà. Je ne dirais pas, parce que est-ce que les députés représentent les Tchadiens? C'est des Lorsqu'on sait élus. les conditions dans lesquelles les élections s'organisent dans nos pays africains, on se demande si la démocratie représentative est vraiment représentative. Maintenant, il faut quand même aussi dire que les députés de l'opposition, notamment ceux du parti RNDT, ont préféré juste quitter l'hémicycle, n'ont même pas voté contre, ils ne sont même pas abstenus, ils sont juste partis, en argumentant le fait qu'il était trop tôt, selon eux, pour qu'on parle de révision constitutionnelle. Parce que ce n'était pas de ça qu'avait besoin le peuple tchadien maintenant. Et que si un parlement élu un an après commence par modifier la constitution, qu'est-ce qu'il fera dans les 5 années qui vont suivre? Pour le moment, la plus grande quête dans l'opinion publique tchadienne, c'est que le verrou d'un mandat, des 2 mandats obligatoires n'a pas été sauté. La grande question est de savoir si ça le sera ou pas. Parce qu'on dit 7 ans renouvelable une fois. Non, c'est 7 ans ad vitam. Ad vitam, oui. Ah, d'accord. C'est un mandat à vie. Donc c'est un mandat à vie qui sort. Oui. Voilà. Maintenant, ils nous disent aussi qu'il faudra que le Congrès, le Sénat plutôt, ratifie cette modification-là. Mais comme le Sénat aussi est acquise au débit, il est à son clan, à son groupe ethnique, les Agawa notamment, il ne fait aucun doute que cela passera crème. Mais c'est un recul net pour la démocratie tchadienne. Et je pense qu'Idriss Déby Junior
avec tout ce qu'il a comme problème actuellement, avec cette multitude de groupes rebelles qui le menacent d'attaquer depuis le Soudan voisin, dans ce contexte aussi difficile, n'a rien à gagner en voulant forcer un mandat à vie aussitôt. Je pense que c'est un mauvais calcul politique. Et même si l'opposition politique au Tchad n'est peut-être pas capable de s'organiser, avec notamment Système Asra qui est en prison depuis quelques temps maintenant, oui. Le Tchad a aussi une longue tradition d'opposition militaire. Et sur beaucoup de groupes rebelles avec lesquels il avait conclu des accords après être venu au pouvoir, plusieurs ont décidé de reprendre les armes. Il y a beaucoup de membres de sa garde présidentielle qui sont partis combattre au Tchad, au Soudan voisin contre les milices des Métis et qui se disent que comme ils soutiennent les Métis, ils reviendront après lui faire sa peau. Donc dans ce contexte, il faudrait au moins faire des gestes pour amener la population vers soi et non contre soi. Zana, ça fait un peu plus d'1 an qu'il est au pouvoir. Je ne compte pas la période qu'il a eu à passer la transition. Et très rapidement, il ne cache pas ses intentions. Il veut s'éterniser au pouvoir. Moi, je ne vois pas les choses ainsi. Tout simplement parce que qu'est-ce que c'est que la démocratie? La démocratie, par définition, c'est le système où le pouvoir appartient au peuple qui l'exerce soit directement ou soit indirectement par l'intermédiaire de ses élus. Et donc, à partir de cette définition, on ne saurait dire que c'est forcément la limitation des mandats qui est une démocratie. Je le dis parce que j'ai fait au moins 2 monarchies où j'ai vu avec étonnement que une monarchie est aussi démocratique. Et ce qui compte le plus, à mon sens, c'est la vision des dirigeants, leur engagement pour le développement de leur pays, leur engagement pour assurer la stabilité et garantir la sécurité. La sécurité, surtout aujourd'hui. Je note que vous faites une différence entre une monarchie et une république. Tout à fait. Les deux ne sont pas régis par les mêmes règles. Voilà. Et même si l'alternance n'est pas un principe, n'est pas parmi les principes démocratiques, voilà, c'est quand même dans les normes des républiques. C'est-à-dire, ce que moi je veux dire tout simplement, c'est qu'une monarchie est aussi démocratique. Donc, ce qui veut dire que une personne, la capacité qu'offre la Constitution à une personne d'être élue, peu importe, limité ou pas, ne veut pas dire que c'est un régime antidémocratique. Il suffit que les élections soient transparentes et libres. C'est ça le plus important dans une démocratie. Ce n'est pas le fait qu'il y ait limitation ou pas. Et moi, je pense que dans nos contextes aujourd'hui, je crois qu'on devrait faire abstraction de cet élément-là, parce que ce n'est pas le plus important, à mon sens, dans nos jours. Vous savez, je crois que c'est le président Talon qui avait effleuré cette idée, en partant du principe que ce que cela coûte comme investissement pour un parti politique avant d'arriver au pouvoir. Le fait qu'il faut commencer par faire certaines choses avant de trouver la route pendant un certain nombre d'années. Et déjà à 5 ans, il faut déjà se préparer. Peut-être quand c'est 5 ans, il faut déjà à partir de la 3e année se projeter sur les élections à venir. Ce qui fait qu'à tout moment, lors d'un 5 ans, on est en perpétuel discours politique policé pour se faire réélire. On est constamment dans la communication politique au lieu d'être dans l'action sur le terrain. Et donc, il a dit que c'est mieux de faire un mandat unique de 7 ans. Comme ça, vous avez tout le temps. Vous n'avez aucune pression, un mandat unique. Malheureusement, cette affaire a été retoquée au niveau des députés. Et donc, moi, je dis que nous avons beaucoup de problèmes. Et le problème majeur de nos pays, c'est la stabilité. Lorsque vous étudiez l'économie et avec la situation de sous-développement, bien en voie de développement que nous sommes, il faut au moins 1 décennie, voire 2 décennies pour pouvoir
être vraiment sur la voie vers le développement. C'est-à-dire qu'il faut plusieurs années de croissance soutenue de manière régulière. Et lorsqu'il n'y a pas une certaine stabilité pour faire cela, mais quels que soient vos efforts, vous êtes confronté peut-être, le pays, je veux dire, à une personne qui vient faire peut-être 5 ans, il repart, le successeur, il vient faire les choses à leur manière, d'autres, etc. Lorsque vous prenez les pays d'Asie, je veux citer le cas de la Chine, mais à un moment donné, je crois que les intellectuels de ces pays, ils ont pensé à un système qui permet d'avoir une stabilité institutionnelle. C'est une seule direction, un seul parti politique qui est au pouvoir, mais les représentants changent avec les élections. C'est-à-dire que c'est la même direction. Et je partage entièrement cette problématique. Vous pensez que c'est vers là que je ne dis pas que c'est vers là, parce que je n'ai pas été. Moi, je comprends bien. Moi, je fais une analyse abstraction faite de la personne. Justement, moi, je pense que, je fais la même abstraction. L'idée en soi est bonne si elle est accompagnée d'une vision. D'une vision de développement. Parce qu'aujourd'hui, on a besoin de stabilité, d'une certaine stabilité. Stabilité dans la vision surtout, parce qu'à chaque fois quand quelqu'un vient, il vient présenter son programme, il change de programme. Alors que ces pays d'Asie, ils ont une vision qui ne va jamais changer. Peut-être on peut négocier des études, mais la vision reste toujours la même. C'est pourquoi, si vous trahissez cette vision, peut-être on peut vous pendre, parce que vous trahissez tout un peuple. Et donc moi je pense qu'aujourd'hui nous devons avoir ce genre de vision, au lieu de se bagarrer. Pour un fauteuil, nous devons nous bagarrer pour partager une vision commune du développement. Et peu importe celui qui va venir, il doit s'inscrire dans cette vision-là. À part cela, ces problèmes de limitation des mandats, à mon sens, ça part en couille. Louis Kamako, je doute fort que si Déby, fils, avait clairement exprimé ce genre d'intention lors de la campagne, qu'il aurait été élu. Non, est-ce qu'il va l'exprimer? Il ne va pas l'exprimer parce que... Je pose la question à la suite du développement. Oui, mais... J'ai une vision pour vous. Pour cette vision, je veux que maintenant, ce soit un septennat ad vitam et tout. Je doute que démocratiquement, il soit élu. Excuse-moi, pas présenter de la même façon. Il faut présenter la vision de développement et expliquer que pour que cette vision puisse être réussie, il faut une certaine stabilité institutionnelle. D'accord. Parce que je veux faire cette ad vitam. Bon, ce qu'il faut, c'est-à-dire qu'il faut d'abord regarder dans le rétroviseur pour voir comment est-ce que Mohamed Déby est venu au pouvoir. Il est venu au pouvoir par un coup d'État constitutionnel et en même temps militaire. Coup d'État constitutionnel parce qu'à l'époque, il n'était pas censé représenter ou bien succéder à son papa. Et selon les thèses, c'est le président de l'Assemblée nationale. Le test a été tualetté avec l'aide des militaires. Il est maintenu au pouvoir. Ça, c'est un. Deuxièmement, il était président de la transition. Et la charte de la transition lui interdisait justement d'être candidat à sa propre réélection, bien sa propre élection. Ils ont modifié la charte et il est devenu président. À l'époque, Système Mastra il a tout fait pour faire revenir Système Mastra pour légitimer son pouvoir. Après, on l'a coffé, il a été incarcéré et beaucoup d'opposants ou bien beaucoup de voix critiques ont été obligés d'être réduite en fait en silence. Vous avez un président aujourd'hui qui met tout l'appareil répressif à son niveau pour justement s'éterniser au pouvoir. Moi je le dis comme ça, Tchoudru. Et quand vous voyez aujourd'hui que la constitution où nous sommes en train de débattre a été instituée ou bien a été mise sur pied seulement en décembre 2023, 29 décembre 2024. Ça veut dire que ça ne fait même pas un an et demi. Alors que la constitution d'un pays, vous le savez comment, c'est la charte fondamentale. C'est-à-dire que c'est un pacte social. Et tous les citoyens se retrouvent là-bas. Et des gens se permettent de le modifier à tout va. Je pense que là, c'est un recul démocratique, comme l'a dit Samson. Et donc, j'ai l'impression que c'est des gens, c'est un président qui est là pour justement mourir au pouvoir, comme je l'ai dit. Et il est accompagné avec des gens qui sont justement acquis à sa cause. Parce que la constitution en soi, dans un pays normal, on aurait pu interpeller ceux qui ont rédigé ou bien et ceux qui ont adopté la constitution de décembre 2023. Parce qu'on ne peut pas comprendre que moins de 2 ans,
une seule constitution soit modifiée, remodifiée. Ça ne fait pas avancer le pays. Quand vous modifiez la constitution, ça veut dire que vous revenez à zéro. On est en train de voir tout ce qui se passe aujourd'hui au Togo. Des gens vous diront que y a un blocage en fait systématique et politique. Donc c'est ça qu'il est question. Quand la constitution est modifiée, vous revenez à zéro, vous devez tout reprendre. Alors que Déby est là justement pour résoudre un problème, même si, je le dis, il ne fait pas là, il n'est pas légal et il n'est ni légal ni légitime. Donc je crois que ce qui se passe au Tchad, malheureusement, c'est quelque chose qu'on a déjà vu ailleurs et ça ne tente personne. Quand vous voyez la constitution, quand vous voyez le module qu'on a aujourd'hui, quand vous voyez la nomenclature de la constitution aujourd'hui, je crois que ça a tout sauf ce qu'on peut appeler un régime présidentiel. Parce qu'on vous parle de l'instauration de ce qu'il appelle vice-premier ministre. Vous avez une présidence à vie, septennat avec une présidence à vie. Donc je crois que c'est des choses qui n'augurent pas un avenir meilleur pour le Tchad, qui malheureusement a des défis sécuritaires dont il doit faire face. Donc Fils Déby, il va de violation en violation et il met les moyens à sa disposition pour justement parvenir à ses fins. Est-ce que, parce que là, on a vu l'opposition qui a quitté la salle parce qu'ils ont compris que de toute façon, leur présence n'aurait servi à rien. Cette écrasante majorité, ce sont quand même les députés, des élus du peuple. Le principal argument dans ces cas, c'est de dire, nous ne faisons c'est de reprendre ce que la base exprime. Exactement. Dans le développement de mon co-débatteur Zana, il a beaucoup parlé du fait que la démocratie ne se limite pas aux limitations de mandat. Mais en démocratie, une chose qui est très importante, c'est d'avoir des institutions fortes et d'avoir un respect de ces institutions-là. Malheureusement, dans tous les pays d'Afrique, presque, à quelques exceptions comme la Namibie ou le Botswana, cela ne se fait pas. Et ce qu'on voit, c'est qu'il y a un groupe de personnes qui créent des institutions pour les manipuler, pour rester à vie au pouvoir. On appelle cela des anocraties. Quand vous allez dans toutes les universités du monde, dans tous les facultés de sciences politiques, quand on voit la carte des anocraties, tous nos pays figurent. Par contre, on se rend compte que ce qui se passe, c'est qu'il y a des gens derrière. Sur le papier, tout est là. On a une démocratie, on a toutes les institutions. Mais dans le fond, c'est des cousins de telles personnes qui dirigent les institutions, c'est des oncles de telles personnes. Donc finalement, ces institutions-là sont paralysées, ne jouent pas leur rôle et permettent à une personne de rester longtemps au pouvoir. Idriss Déby, fils junior ou junior, n'est pas, clairement, moi je le dirais comme cela, n'est pas un homme de vision. Vous voyez une personne qui fait transiter des armes depuis son territoire pour livrer à des rebelles au Darfour qui assassinent des gens de sa propre communauté. Et qui le fait depuis des années. L'ONU a fait des rapports, toutes les organisations ont fait des rapports, mais qui continuent pas à le faire. Quelle vision on a? C'est-à-dire, c'est comme on a un président du Sud élevé ici au Togo qui fait transiter des armes pour qu'on assassine des élevés au Ghana. Mais quelle vision cette personne-là a? C'est-à-dire, quelle vision il a? Sa seule vision, c'est de se faire beaucoup d'argent et de mourir au pouvoir. Mais le grand frère Zana dit quelque chose de très important, c'est que nous avons besoin de stabilité dans nos institutions pour avancer. Et pour qu'il y ait stabilité, c'est très important parce qu'en économie, la croissance économique a besoin de stabilité et aussi d'une chose, d'innovation. Et pour pouvoir avoir la stabilité, il faut des institutions qui soient inclusives. Les prix Nobel de l'économie, Acemoglu et Robinson en ont tellement parlé. Sans institutions inclusives, vous n'allez aller nulle part. Vous aurez peut-être des infrastructures comme les pays d'Amérique latine l'ont, mais vous n'aurez pas de croissance partagée. Mais il faut aussi l'innovation. Et l'innovation est très liée à la capacité des populations à s'exprimer librement. Or, ce qu'on voit dans les anocraties, c'est qu'on bâillonne la voix des gens. Et quand les amis se plaignent, on leur dit non, va porter plainte. Et c'est telle institution, tout va bien dans le pays, tout va bien. Mais au fond, rien ne va. Donc, pour nos pays actuellement, nous avons fait le choix d'une paresse intellectuelle. Pourquoi nous avons choisi des républiques à la fin des indépendances? On ne sait pas parce qu'il n'y a pas eu de tiers-État ici qui a vaincu la noblesse pour qu'on soit des républiques. Il y a eu une paresse intellectuelle manifeste. Ça, c'est le vrai problème. Manifeste. Et jusque-là, on tourne en rond. On choisit tellement la démocratie. La démocratie devient plusieurs partis, chaque parti avec son groupe ethnique. Chacun vote d'abord pour son frère ethnique. Après, à un moment donné, quand son frère ethnique prend le pouvoir, il confise le pouvoir, il s'associe avec quelques micro-ethnies, il gouverne pour son ethnie d'abord, et les autres ethnies majoritaires ou minoritaires à côté veulent juste prendre le pouvoir. Quand ils vont au pouvoir, ils font la même chose. Et on va être dans ce cycle-là pendant de nombreuses années. Sauf si on veut faire la démocratie, faisons le bien,
Mais si nous ne pouvons pas bien le faire et que nous allons juste faire des démocraties, ce que nous devons faire maintenant, c'est, il n'est pas trop tard, de penser à des systèmes politiques qui sont adaptés à nos réalités socio-historiques. Au fait que nous sommes souvent des pays avec plusieurs nations à l'intérieur d'un même pays, malheureusement. Donc le concept même d'État-nation, qui aboutit indirectement à ce qu'on a aujourd'hui, le Sahel en feu. Parce que les Peuls ne s'y retrouvent pas, les Touaregs ne s'y retrouvent pas. Ce concept-là doit être repensé. L'État-nation jacobin, c'est une invention de la France, parce qu'à un moment donné, des gens ont brimé les Basques, ont brimé les Celtes, ont brimé tout le monde. Ils ont créé un État gaulois, guillemets, alors que même pas plus le gaulois. C'est un accident de l'histoire qu'on a normalisé chez nous. Si nous ne voulons pas faire la démocratie, il n'y a pas de problème. Donc, asseyons-nous, pensons à des systèmes qui correspondent à nos réalités socio-historiques, mais en sachant que dans notre culture à nous, le chef n'est pas au-dessus de la loi. Et dans plusieurs cas, on peut destituer le chef. Alors, quand vous dites que le chef n'est pas au-dessus de la loi, ça m'amène à ce point de la nouvelle constitution votée, qui aujourd'hui consacre le fait que les membres du gouvernement deviennent de justiciables devant les juridictions de droit commun pour les crimes et délits économiques et financiers commis par eux dans l'exercice de leurs fonctions. Donc, cette nouvelle constitution met fin au privilège de l'immunité. On va en parler tout de suite. Donnez-moi juste le temps d'annoncer la pause pour 10 minutes, le journal, et on revient derrière.